façon. Et je crois que c'est là que Schmitt est incapable de penser ce que j'appellerais l'expression, la mise en scène de l'antagonisme sous la forme de l'agonisme. Il pense que, bien entendu, si le conflit ne peut se donner que sur la forme ami-ennemi, il a raison. On ne peut pas avoir une démocratie moderne qui légitime le conflit, ça conduira à la guerre civile. Mais si on pense qu'il est possible de créer une série d'institutions qui vont permettre à cette dimension antagonique de prendre une forme qui ne mette pas en question l'existence commune, donc il est possible d'accepter la prémisse schmittienne, mais au contraire de dire, malgré tout, il est possible d'avoir une société donc, démocratique, libérale, pluraliste. Alors, la différence, fondamentalement, entre l'antagonisme proprement parlé et ce que j'appelle l'agonisme, mais qu'on pourrait aussi, en fait, traduire comme un antagonisme démocratique, parce que ce que je veux insister ici, c'est là la différence, évidemment, entre ma conception de l'adversaire et la conception libérale de l'adversaire comme compétiteur, c'est que je ne veux pas éliminer l'antagonisme. L'antagonisme, il est là, il peut se manifester, mais on peut... Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est une question en français, on le dit mieux qu'en anglais. Il s'agit de l'amadouer, de lui donner une possibilité de s'exprimer d'une façon qui ne va pas conduire à traiter les autres comme des ennemis. Qu'est-ce que ça requiert? Bon, je crois que ça requiert qu'il y ait justement ce que j'appelle le consensus conflictuel. Donc, par exemple, je crois qu'on peut reconnaître qu'à la fois il est impossible sur non, j'essaie de dire d'une autre façon, qui va être plus simple. Qu'est-ce que c'est qu'un consensus conflictuel? Qui est, à mon avis, une condition pour une démocratie pluraliste. Il faut qu'il y ait un espace symbolique commun entre les citoyens. S'il n'y a pas d'espace symbolique commun, bon, ce qui est le cas de l'antagonisme pur, la relation ami-ennemi, il n'y a pas d'espace symbolique commun. On simplement ne reconnaît pas du tout la position de l'adversaire comme étant légitime. Il faut un espace symbolique commun. Donc, il faut qu'il y ait un consensus sur ce que j'appelle les principes éthico-politiques qui vont être mis en scène. Donc, ces principes éthico-politiques, dans le cas de la démocratie moderne, c'est liberté et égalité pour tous. Donc, il faut qu'on accepte que ce sont les valeurs qui vont organiser notre coexistence. Mais il est clair qu'on peut très bien accepter ces valeurs et en avoir des interprétations qui sont complètement différentes et antagoniques. Donc, parce que liberté... Bon, il y a la grande partie de la philosophie politique consiste à savoir qu'est-ce que c'est la liberté, égalité, la même chose, et pour tous, bon, c'est aussi un énorme problème, parce que où est-ce qu'on va mettre les frontières? Ce n'est jamais le tous, il y a toujours, est-ce que les immigrants vont en faire partie ou pas? Et donc, il y a là une possibilité énorme de désaccords, et des accords qui ne peut pas être résolu par des procédures de discussion rationnelle. Parce que simplement, c'est du véritable polythéisme des valeurs. Là. Et pour moi, c'est ça justement ce que j'appelle la lutte agonistique, c'est cette lutte qui concerne l'interprétation différente et conflictuelle de valeurs qui sont communes. Et je crois que c'est ça, quand on est dans cette position-là, on a les positions d'adversaires. Donc, il y a à la fois quelque chose qui est commun, mais il y a aussi la possibilité du dissensus, et j'insiste, c'est un dissensus qui ne peut pas être réglé de manière rationnelle. Donc, l'antagonisme, si vous voulez, ne disparaît pas, mais il est amadoué, oui, on empêche qu'il apparaisse sous la forme vraiment destructive de l'antagonisme. Mais je veux insister aussi ici que c'est quelque chose qui est toujours très précaire, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'aime cette formulation en termes d'amadoué, de thème, c'est parce que ça aussi indique que
l'antagonisme peut toujours, à un moment donné, émerger. Pensez à l'image, par exemple, d'un dompteur qui peut avoir, pendant très longtemps, réussi à dompter un lion, et puis un jour, il entre dans la cage et le lion le saute et le dévore. Ça, c'est toujours l'antagonisme, il peut toujours émerger, mais on peut essayer d'empêcher qu'il ne s'exprime sous cette forme d'ami-ennemi. Et ça, c'est à travers justement les institutions qui vont permettre de lui donner une forme différente. Et c'est pour la raison pour laquelle j'insiste si fort sur l'importance de la distinction droite-gauche et le fait que la disparition de cette, ou plutôt ce qu'on appelle en anglais le blurring, n'est pas du tout, comme le prétendent Dickens and Giddens, un progrès. Ça n'indique pas du tout que la démocratie est devenue plus consciente d'elle-même, plus mûre. Au contraire, c'est quelque chose qui est très négatif, parce que dans la mesure où la distinction droite-gauche, c'est une possibilité justement de mettre en scène cette lutte d'une manière qui ne soit pas une lutte ami-ennemi. Là, il y a un texte, par exemple, que je recommande énormément, c'est un texte qui, à mon avis, est tout à fait fondamental. C'est un très court texte, c'est un texte de Canetti, dans son livre « Masse et puissance ». Ça s'appelle la nature du régime parlementaire, et Canetti dit là qu'au fond ce qui est vraiment tout à fait nouveau avec le régime parlementaire, c'est qu'il y a, au lieu de continuer à se battre, donc à se tuer à travers des guerres, on décide que le vote va remplacer la bataille. Donc, on accepte, et celui qui va gagner le vote on va dire, bon, mais il a gagné la bataille. Il n'est pas nécessaire d'avoir une véritable bataille dans laquelle on va se tuer. Bon, je trouve que ça c'est exactement ce que j'appelle la transformation d'un antagonisme en agonisme. Créer les institutions qui permettent que ce conflit soit compatible avec qu'il y ait un espace symbolique commun. Alors, et c'est là que, si vous voulez, ma différence avec Schmitt, mais c'est vrai que je parle de pré-schmittienne, mais j'essaie justement de penser comment, alors j'ai un article que j'ai, penser la démocratie moderne avec et contre Carl Schmitt. Donc là, vous avez tout à fait raison d'insister sur l'importance de Schmitt dans ma réflexion. Sí, tenemos otra pregunta. Sí, buenos días. Me ha parecido extraordinaria y extraordinariamente sugerente su conferencia y me gustaría retrotraerme al marco en el que está situada, que es políticas y sostenibilidad. Creo que esta es una cuestión esencial en este momento y me gustaría proponerle una pequeña disertación en torno a la cuestión si la defensa de esas cuestiones que tienen que ver con lo común, que tienen que ver un poco con el territorio, que tienen que ver, por lo tanto, con el aire, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con lo nuevo común, que sería el software libre, o que tienen que ver con lo común, que sería Internet, que tiene que ver con lo común, que sería el espacio público, pueden conducirnos a desarrollar lo que en la experiencia que le contaré ahora en la Escuela de Arquitectura de Alicante que dirijo hemos denominado conflicto positivo, ¿no? Que me parece que no está lejos de lo que usted estaba denominando contrario al antagonismo, y que entendería que las cuestiones que tienen que ver con el afecto, con la emoción o con la pasión son determinantes. La experiencia que le quiero contar es el hecho de habernos encontrado aceptando como tema de discusión y tema de trabajo en la Escuela de Arquitectura de Alicante, está a 70 kilómetros de aquí, el conflicto territorial entre
palestinos israelíes.